Donc, on va passer maintenant pour parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, lorsqu'on parle d'anti-inflammatoires, on a deux classes, les anti-inflammatoires stéroïdiens et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, on va, pour vous mettre un peu dans le pot, parler d'un peu d'historique. On va faire un rappel physiologique sur la réaction inflammatoire, la douleur et la fièvre, la classification des anti-inflammatoires non stéroïdiens, la pharmacologie, c'est-à-dire mécanisme d'action et leurs principales propriétés, pharmacocinétiques et surtout leur utilisation thérapeutique et la pharmacovigilance. Donc, ce cours des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il est en rapport avec le cours des eicosanoïdes, parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils vont inhiber la COX, ils vont inhiber donc la synthèse des prostaglandines, et donc leurs effets sont reliés à cette inhibition, que ce soit leur effet thérapeutique ou leur effet indésirable, sont liés à cette inhibition de la synthèse des prostaglandines. Donc, l'historique de cette classe de pharmacologie remonte au XVIIIe siècle par Edmond Stone, qui a démontré l'efficacité dans la racine de sol. تشوفوا l'écran ولا صغيرة كتيبة؟ للأسف لا monsieur. Donc après, c'était Hoffman qui a préparé l'acide salicylique. Hoffman, il est de la firme de Bayer. Il utilisait l'acide salicylique pour son père. Et l'acide salicylique, elle avait beaucoup d'effets indésirables, surtout au niveau gastrique. Hoffman s'est basé sur les travaux antérieurs d'un chimiste français, Gerhardt, qui a synthétisé l'acide acétylsalicylique. En fait, l'acétylation de l'acide salicylique diminue les effets indésirables de l'acide salicylique. Donc, il y a moins d'effets indésirables de type hémorragie gastrique. Bayer a commencé les études précliniques sur les animaux et après, en 1899, elle a commercialisé l'acide acétylsalicylique. Et je trouve que Gerhardt, il a abandonné les travaux qu'il a trouvés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé une amélioration de l'efficacité entre acide salicylique et acide acétylsalicylique. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on recherche en pharmacologie. Donc, un médicament qui a un profil pharmacocinétique meilleur, où il y a moins d'effets indésirables, peut être utilisé, peut être une très bonne piste de développement de médicaments. Donc, avec Shamal Hoffman, on a l'acide salicylique, l'acide acétylsalicylique, on a les travaux de Gerhardt, et Bayer il a développé l'acide acétylsalicylique. Donc, pour rappeler un peu la réaction inflammatoire, l'inflammation est l'inflammation ou de l'action inflammatoire est la réponse des tissus vivants vascularisés à une agression. Donc, l'inflammation, généralement, c'est un processus bénéfique qui cherche à éliminer un agent pathogène. Cependant, lorsque ce processus devient persistant ou lorsque ce processus va auto-détruire les cellules de l'organisme ou, de point de vue quantitatif, va s'aggraver, va entraîner une augmentation, donc ça devient néfaste. Et c'est dans ce cas qu'on va chercher à administrer des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc ici, il ne faut pas toujours chercher à diminuer l'inflammation. On va la diminuer seulement que lorsque l'inflammation devient excessive et pathologique. Pour l'inflammation, il y a différents phénomènes. Donc ici, on a, dans ce tableau, vous trouvez les réactions inflammatoires et les médiateurs impliqués. Donc l'inflammation, lorsqu'on parle d'inflammation, on parle de chaleur, rougeur, fièvre et œdème. On va ajouter la douleur. Et dans tous ces processus, comme on voit ici, il y a les prostaglandines qui sont impliquées. Donc, par exemple, la vasodilatation, les médiateurs impliqués, l'histamine, la kénine et la prostaglandine. Dans l'augmentation de la perméabilité vasculaire, l'histamine, la bradykinine, les facteurs du complément, platelet activating factor, les leucotriènes, et aussi la prostaglandine E2 et la prostaglandine I2.
Dans la fièvre, la prostaglandine E2, elle agit comme un agent pyrogène. Elle va augmenter la thermorégulation, elle va augmenter la température. Dans la douleur, on trouve les bradykinin et les prostaglandines aussi. Et enfin, pour la destruction par les cellules matrices, les médiateurs impliqués sont les radicaux libres oxygénés, les enzymes lysosomiales, le monoxyde d'azote et les cytokines. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont agir sur les prostaglandines. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ont une action un peu plus importante. Pourquoi? Parce qu'ils vont agir sur les prostaglandines. Ils vont agir aussi sur les leucotriens. Ils vont inhiber l'hypooxygénase. Donc, en amont, ils vont inhiber la synthèse des prostaglandines, de la cyclooxygénase et de la voie des leucotriens. Et par leur mécanisme génomique, ils vont inhiber aussi la synthèse des cytokines. Donc, on suppose par ce mécanisme que leur activité anti-inflammatoire est plus importante que celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, la douleur, je ne vais pas m'attarder. Je normalement dans le cours des analgésiques centraux morphiniques et non morphiniques. Donc, les médiateurs inflammatoires libérés des cellules non neuronales lors d'une lésion tisculaire augmentent la sensibilité des nocicepteurs et potentialisent la perception de la douleur. Les prostaglandines E1 et E2 et I2 réduisent le seuil de stimulation des nocicepteurs, provoquant une sensibilisation périphérique. Les prostaglandines eux-mêmes ne sont pas algogènes, mais ils réduisent le seuil de stimulation des nocicepteurs. Donc, si on va, par exemple, vous donner une injection sous-cutanée de prostaglandine E2, donc vous n'allez pas sentir de la douleur. Ils n'ont pas un effet algogène. Si on va vous injecter une substance algogène, vous allez sentir la douleur. Et si on va vous injecter la prostaglandine avec l'algogène, vous allez sentir une très forte douleur, une potentialisation de la douleur. Donc, les prostaglandines ne sont pas algogènes, mais ils provoquent une sensibilisation périphérique à la douleur, à la perception de la douleur. En ce qui concerne la fièvre, l'hypothalamus, il régule la fièvre. Donc, il régule la fièvre à 37 degrés. Lors d'un processus inflammatoire, il y a synthèse des médiateurs, les cytokines, les leucotriènes, etc. Ces médiateurs, qu'est-ce qu'ils vont agir? Ils vont agir comme des pyrogènes endogènes. Pyrogènes, c'est-à-dire ils vont augmenter la température. Il faut distinguer entre, une parenthèse ici, entre fièvre et hyperthermie. Donc, les fièvres, c'est l'hypothalamus qui va chercher à augmenter la température. L'hypothalamus, il est en train de régler la température à 37. Le point 7, c'est 37 degrés. Mais vu le médiateur pyrogène, باش يطلع في البوينت 7 معناها باش يولي في 38 39. Donc il va chercher l'organisme va chercher à augmenter cette température parce que l'augmentation de la température, la fièvre, c'est un mécanisme comme la réaction inflammatoire, c'est un mécanisme de défense de l'organisme contre les pathogènes. Par contre, l'hyperthermie, نلقاوها مثلا في l'intoxication au salicylé ou bien on la trouve dans le coup de soleil, c'est une hyperthermie qui n'est pas liée à une régulation par l'hypothalamus. Et dans ce cas, في l'hyperthermie, les antipyrétiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas d'effet, mais ils ne vont pas diminuer cette température. Ils ne vont pas diminuer la fièvre. Donc, le mécanisme de la fièvre comporte deux phases, et la deuxième phase, elle implique la prostaglandine E2. La prostaglandine E2 va traverser la barrière hémato-encéphalique et va sensibiliser les neurones thermosensibles, provoquant ainsi la fièvre.
C'est bon? Monsieur, une question. Hein? Je suis période اللي فاتت معناها concernant الكوفيد برشا عباد حكاو على الكونترانديكسيون دي زاينات. أمينة معناها قلت نورمالمون اللي كونترانديكي هما لي كورتيكويد معناها vu leur effet immunosuppresseur. زاينات هما معناها لي زونتي انفلاماتوار ما عندهمش l'effet immunosuppresseur. معناها حبيت نعرف رأيك في الحكاية. Ben, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, il a été rapporté dans la littérature qu'ils vont aggraver les infections virales. Par exemple, l'ibuprofène, il a été rapporté qu'il va induire, lorsqu'il est administré lors d'une varicelle, il va induire une fascite nécrosante. Donc, sur ces constats de la bibliographie, il a été postulé ou supposé que les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont aggraver ou vont favoriser l'infection par le COVID-19, le coronavirus. Mais c'était des suggestions et non fondées sur aucun raisonnement clinique, sur aucune observation clinique. D'ailleurs, les anglo-saxons et les américains, ils ont dénié ces propos. Les propos le ministère de la Santé français. Ils l'ont dénié. On peut utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il n'y a aucun risque associé. Il n'y a aucun problème de les utiliser. Les corticostéroïdes, au début de l'infection, ils ont un effet immunosuppresseur. Ils peuvent favoriser contre l'infection. Mais les corticoïdes sont utilisés dans l'infection à Covid, surtout lorsqu'on a l'ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome ou l'acute lung injury. Donc, dans les phases terminales, lorsqu'on a une défaillance pulmonaire, l'œdème pulmonaire, le cytokine storm, le syndrome de la tempête des cytokines. Et dans ce cas, les stéroïdes, ils ont toutes leurs indications. Ils vont diminuer la réaction inflammatoire. Le virus la réaction inflammatoire, l'auto-immunité, l'autodestruction par les cellules inflammatoires du tissu pulmonaire et des cellules endothéliales. L'œdème. Donc, dans ce cas, les corticoïdes sont utilisés dans les formes sévères de COVID-19. D'accord, merci, monsieur. De rien. Donc, c'est juste un rappel. Oui. Monsieur, la différence entre les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens au niveau de mécanisme. Au niveau du mécanisme d'action et au niveau des actions. Et le mécanisme d'action implique des actions. Un mécanisme d'action, on va voir maintenant dans le rappel, mais maintenant, c'est le mécanisme d'action. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas un mécanisme génomique. Ils ont un mécanisme d'inhibition de la cyclooxygénase. Voilà. Ils ne vont pas inhiber la synthèse des cytokines, par exemple. Donc, on distingue différentes classes d'anti-inflammatoires stéroïdiens, non stéroïdiens, pardon. Les salicylates, l'aspirine, l'acide salicylique, les acides acétiques, l'indomethacine, les phénylacétiques acides, le diclofénac. Je suis en train de citer uniquement ceux qui sont en Tunisie. Les acides propioniques, le flirbuprofène, le kétoprophène, le naproxène, le phénoprophène, le buprofène. Les acides phénamiques, les sulfonamides, diaryl hétérocycle, célocoxib, valdecoxib, rifecoxib, hétérocoxib, le pyroxicam et le meloxicam, les acides énoliques. Donc, c'est une classe qui comporte beaucoup de molécules, mais ces molécules, plus ou moins, elles ont des structures chimiques rapprochées, et la différence majeure est peut-être dans leur demi-vie. Ils partagent tous les mêmes effets thérapeutiques. Ils ont plus ou moins les mêmes effets indésirables, sauf l'aspirine. L'aspirine, il est le chef de file de cette classe de médicaments, mais il a un mécanisme d'action un peu spécial par rapport aux autres. On va le voir. L'acétaminophène, le paracétamol,
Il est classé comme anti-inflammatoire non stéroïdien, mais on ne va pas parler de paracétamol parce qu'il est dénué pratiquement d'effets anti-inflammatoires. Il a surtout une activité analgésique, une activité antipyrétique. Et normalement, vous l'avez vu ou vous allez le voir avec les analgésiques non morphiniques. Donc, la pharmacologie. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens agissent en réduisant la production des médiateurs de l'inflammation, essentiellement quoi? Les eicosanoïdes, par inhibition spécifique de la cyclooxygénase. Donc, la plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des inhibiteurs réversibles de la cyclooxygénase. Donc, ils vont se fixer à la cyclooxygénase, inhibant ainsi la fixation de l'acide arachidonique et donc inhibant d'une manière compétitive la synthèse des prostaglandines. L'aspirine, par exemple, est un inhibiteur irréversible des cyclooxygénases. Donc, les cyclooxygénases, des inhibiteurs compétitifs réversibles. Ou fait les inhibiteurs compétitifs réversibles, on va trouver ceux qui sont sélectifs pour la cyclooxygénase 2 et ceux qui ne sont pas sélectifs. On a l'aspirine qui est irréversible, qui inhibe d'une façon irréversible la cyclooxygénase. Donc, كيف ما تشوفوا le schéma à droite, vous voyez le schéma à droite, c'est le même schéma qu'on a vu dans le cours des eicosanoïdes. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont inhiber ici la cyclooxygénase. Par contre, les corticoïdes vont inhiber ici la phospholipase A2 par la synthèse de la lipocortine. Donc, le glucocorticoïde se fixe sur le GRE, il va activer la transcription de la lipocortine. La lipocortine va inhiber la phospholipase A2. Donc, ici, on va inhiber en amont. On a une inhibition consécutive de la cyclooxygénase et de la 5-lipoxygénase. Et donc, ils vont inhiber les prostaglandines, les prostacylines et les leucotriéens. Donc ici un petit... Oui. Monsieur, شنو قصدك كي نقولوا ريفرسيبل و irréversible معناها مثلا في الكام تاع الاسبيرين جوغ كي يعمل ليفي نتاعو il finit par détruire l'enzyme معناها ولا كيفاه؟ Donc irréversible, c'est-à-dire s'il se fixe, il va pas l'action elle va pas être surmontée. معناها ما تنجمش تنحيه. Oui, c'est que il y aura pas de synthèse, il n'y aura pas d'activité de la cyclooxygénase jusqu'à ce qu'il y ait une autre synthèse d'une nouvelle cyclooxygénase. Il va se fixer, il va pas être, c'est pas réversible. حتى اللين demi-vie نتاعو توفى. باهي وفي الريفرسيبل يعمل ليفي نتاعو il se détache ويتنحى معناها. Fait réversible, oui c'est ça, c'est qu'il y a un attachement, détachement au niveau de la cible. Donc, jusqu'à l'effet MTAO يقعد حتى le médicament sera éliminé de la circulation sanguine. Par contre, l'autre, les médicaments n'existent plus dans le plasma, mais il est en contact avec la cible, il inhibe de façon irréversible. Merci. Donc, Monsieur معناتها علاقة Oui. مسيو معناتها عندها علاقة بتريتمون باغ اكزومبل الإيريفيرسيبل نعطيه مرة واحدة في النهار والإيريفيرسيبل مرتين ولا ثلاثة. هنا في اللي نحكي فيه نحن توا عندنا سولمون l'irréversible هي l'aspirine. Il a une relation dans le traitement tant nous من بعد. Pour ce mécanisme d'inhibition irréversible, qu'est-ce qu'il implique par rapport aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens? Quelle est la particularité? Donc, lorsque je vais parler des indications, باش نوصل لها على الحكاية هذه. D'accord. Donc, la cyclooxygénase appartient à un complexe enzymatique microsomal appelé prostaglandine H synthétase. C'est un rappel. Ce complexe comprend deux enzymes, la cyclooxygénase et la peroxydase. Il va transformer l'acide arachidonique en prostaglandine par deux étapes.
Donc, la première, c'est la synthèse de la prostaglandine G2 par son action de cyclisation. La deuxième, par son action de peroxydase, il va transformer le prostaglandine G2 en prostaglandine GH2. Et la prostaglandine H2 va être transformée dans les différentes cellules en prostaglandine thromboxane A2 dans les plaquettes. Le thromboxane A2, il a une activité pro-agrégante plaquettaire. Dans l'endothélium vasculaire, il va se transformer en prostaglandine I2 qui a une activité anti-agrégante plaquettaire, vasodilatatrice et anti-agrégante plaquettaire. Il va se transformer en prostaglandine E2, il va se transformer en prostaglandine D2. Concernant les cyclooxygénases, donc il existe deux types de cyclooxygénases, la COX-1 et la COX-2. Les deux sont des enzymes bifonctionnelles. Bifonctionnelles, عندهم deux activités enzymatiques. La première, l'oxygénation en premier du séance, ou le deuxième, c'est l'activité peroxydase. Donc on dit dans ce cas qu'ils sont des enzymes bifonctionnelles. Par contre, ces deux enzymes, malgré leur analogie structurale, ils ont des différences. Donc, différence, on va la voir dans ce tableau. Et le COX-1, on la trouve uniquement au niveau plaquettaire. Au niveau uniquement, fait le plaquette, on va trouver seulement le COX-1, on ne va pas trouver la COX-2. Mais elle est distribuée d'une manière ubiquitaire. On va les trouver dans la cellule endotheliale, dans l'estomac, dans le rat, dans toutes les cellules où on a besoin de synthèse de prostaglandine. Donc, son rôle, la synthèse des prostanoïdes, qui exerce une fonction physiologique. Les fonctions physiologiques des prostaglandines qu'on a vues. Lors d'un processus inflammatoire, son activité augmente 2 à 3 fois. L'inductible, je m'en ai inductible, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle existe en très petite quantité, mais lorsqu'il y a un processus inflammatoire, sa synthèse va augmenter, va être induite. Donc, sa synthèse va être induite pendant un processus inflammatoire, elle va augmenter de plus de 20 fois. Son rôle est la synthèse des eicosanoïdes impliqués dans le processus inflammatoire. Le processus inflammatoire, ils vont favoriser la fièvre, ils vont favoriser la diapiétèse, la vasodilatation, le chimiotactisme, etc. Et ils sont inductibles au niveau des sites inflammatoires, c'est-à-dire surtout au niveau des macrophages, des mastocytes, et la plupart des tissus stimulés par les cytokines néanmoins. Donc, un rappel, ce n'est pas à apprendre. Le rappel, l'historique, ce n'est pas à apprendre. Donc, tout ce qui est rappel, ce n'est pas à apprendre. Ce qui est à apprendre, c'est le mécanisme d'action. Partie aide. Je continue. Monsieur, des questions. Monsieur, des questions. تفضل. شنو هو الفرق ما بين régulation constitutive و régulation inductible؟ Constitutive, l'enzyme, la cyclooxygénase, se trouve dans le tissu. موجودة بصفة عادية ou d'une façon naturelle dans le tissu. L'inductible, elle ne se trouve pas. C'est-à-dire lorsqu'on a un processus inflammatoire, وقتها تصير السنتيز نتاعها. Ou bien, هي موجودة avec une très faible quantité, et lorsqu'on a un processus inflammatoire, on va induire, il y aura une induction de sa synthèse par un mécanisme génomique. وقتها باش تصير une transcription et traduction en cyclooxygénase, باش تصير synthèse de nouvelles protéines, de nouvelles enzymes, des cyclooxygénases. علاش قلنا هنا elle augmente lors d'un processus inflammatoire de 20 fois, c'est-à-dire elle est induite, sa synthèse elle est induite, elle est supérieure à 20 fois au niveau d'un processus inflammatoire. Monsieur, Oui. monsieur, est-ce que la classification elle est à apprendre? La classification, باش نشوفوها من بعد زاد. Donc ce sont les molécules qu'on va voir tout de suite. Donc pour leur activité, on a le mécanisme général, c'est l'inhibition des cyclooxygénases. Ce mécanisme général implique
des propriétés, des activités. Les activités que tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens partagent sont l'activité anti-inflammatoire, l'activité analgésique et l'activité antipyrétique. L'activité anti-agrégante plaquettaire, on va la trouver uniquement avec l'aspirine. Donc l'activité anti-inflammatoire, oui. Monsieur, pourquoi on n'a pas cette activité avec les AIS? Laquelle? L'activité analgésique, activité antipyrétique ou anti-agrégante plaquettaire. L'activité analgésique, on les trouve avec l'AIS. L'activité antipyrétique, موجودة زادة. L'activité anti-agrégante plaquettaire مش موجودة. Mais موجودة أقل. On trouve mais de plus faible. L'activité anti-analgésique est plus faible, ainsi que celle antipyrétique. D'ailleurs, parmi leur utilisation post-opératoire des AIS, c'est leur activité analgésique en plus que leur activité antiémétique. Mais ce sont des activités faibles. Oui, monsieur, pourquoi elles sont faibles alors que maintenant l'inhibition tire? 9 l'inhibition, mais pas de la même puissance. Ah, d'accord. Merci. Rien. Donc ici, l'activité anti-inflammatoire, elle va agir, l'anti-inflammatoire non stéroïdien va agir sur la triade, la tétrade inflammatoire, c'est-à-dire l'œdème, en inhibant la perméabilité vasculaire. La douleur, par leur effet par la diminution de la synthèse de prostaglandine E2 et donc la diminution de la sensibilisation de la douleur, la rougeur et la chaleur. Elle est mise à profit dans le traitement des troubles musculo-squelettiques chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose et au cours des accès microstellingues comme la goutte. Donc, elles sont les indications principales pour leur activité anti-inflammatoire. D'ailleurs, le polyarthrite rhumatoïde ou l'arthrose, elles partagent cette indication avec les anti-inflammatoires stéroïdiens. L'accès aigu microcristallin, c'est-à-dire la goutte, le traitement qui est la colchicine, qui est un traitement spécifique, et il y a aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, pour l'activité analgésique, les prostaglandines, comme on vient de le dire, sont peu algogènes, mais ils vont potentialiser la douleur provoquée par que ce soit l'histamine, la bradykinine, les cytokines. Donc, la réduction du taux des prostaglandines par ces AINS va provoquer une diminution de l'action algogène de ces molécules. Donc, je répète, les prostaglandines en elles-mêmes n'ont pas une action algogène, mais ils vont diminuer l'action algogène de ces médiateurs, et ces médiateurs, comme l'histamine ou la bradykinine, sont libérés au cours d'un processus inflammatoire. Donc, cette action analgésique est surtout marquée quand? Pour les douleurs de l'appareil locomoteur. Donc, les douleurs ostéo-articulaires, tendino-ligamentaires, les douleurs post-opératoires, les douleurs dentaires, les céphalées et les dysménorrhées. Donc, certains les anti-inflammatoires aux doses commercialisées sont surtout utilisés pour leurs propriétés analgésiques plutôt que leurs propriétés anti-inflammatoires. L'ibuprofène à 200 mg par kilo, à 200 mg, le dosage de l'ibuprofène par exemple de 200 mg, il a une activité analgésique, il n'a pas une activité anti-inflammatoire. Il faut augmenter la dose pour aller à l'activité anti-inflammatoire. Et l'activité analgésique, elle est observée pour tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens à des doses inférieures à celles utilisées pour l'activité anti-inflammatoire. Je prends l'exemple de l'aspirine. L'aspirine, elle est anti-agrégant plaquettaire à 160, même 40 mg par jour. Elle a une activité analgésique à 1 à 3 mg par jour, mais elle a une activité anti-inflammatoire à 3 à 6 g par jour. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens diminuent les douleurs liées à l'inflammation. Ils peuvent aussi diminuer les douleurs dues à la dysménorrhée. Donc, c'est une exception.
Ils ont une activité antipyrétique, donc ils ne sont pas efficaces contre les hyperthermies, mais ils vont diminuer la fièvre. La fièvre, que ce soit d'origine inflammatoire, infectieuse ou néoplasique, en s'opposant à la synthèse, en s'opposant à l'action de la prostaglandine E2 et en s'opposant à la prostaglandine E2. Donc, une remarque, la fièvre, je répète, il ne faut pas chercher à la diminuer toujours par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parce que la fièvre, c'est un mécanisme physiologique. Donc, on doit donner un anti-inflammatoire non stéroïdien que lorsque la fièvre, par exemple, dépasse les 38,5 degrés Celsius. Mais une température de 37,5, 38, 38,5, on ne doit pas donner un anti-inflammatoire non stéroïdien parce que c'est considéré comme une douleur, comme une fièvre physiologique qui cherche à diminuer l'agent pathogène ou l'action qui a augmenté cette hyperthermie, cette fièvre plutôt. L'action anti-agrégante plaquettaire. L'aspirine à faible dose induit un allongement significatif du temps de saignement, en inhibant de façon irréversible la COX-1 plaquettaire et par conséquent la synthèse de thromboxane. Donc, est-ce que l'aspirine à forte dose, elle a cet effet ou non, à votre avis? Non. لا. ليه علاش؟ تولي rétro contre ليه علاش؟ يا اخي مش انت بكري شويه قلت لنا كتب الدوز نتاع الاسبيرين اقل من لازم تولي تعطي افي انتي انتالجيك كهو معناتها ووقت اللي تاثر في الدوز تعطي لافي انتي اغريغون خاطر ça va inhiber thromboxane monsieur. نو خاطر يولي لي في نتاعها اكتيفيتي انالجيزيك ولا انتي انفلاماتوار ما عادش انتي اغريغون. هي l'activité anti-agrégant plaquettaire, il est due à l'inhibition de la synthèse de thromboxane par l'inhibition de la COX-1. Donc, si on augmente la dose, on va inhiber quand même la COX-1Z. Et on va inhiber quand même la synthèse de thromboxane A2. Donc, normalement, on va trouver la même action anti-agrégante. مش باش تتنحى. تولي elle agit على COX-2. Et alors? دونك هنا نحن شعلنا كان تتفكروا في الكور نتاع لي زيكوزانويد قلنا عندنا دو prostaglandines. Le thromboxane A2 qui a une activité anti-agrégante, qui a une activité pro-agrégante, et la prostacycline I2 qui a une activité anti-agrégante. Donc, le plaquette à faible dose, elle est plus ou moins spécifique à la COX-1. Donc, à faible dose, elle va inhiber uniquement la COX-1. La COX-1 où se trouve au niveau des plaquettes. Et les plaquettes sont des cellules anécluées. Donc, les plaquettes sont des cellules qui ne vont pas synthétiser, elles sont des cellules stupides. Mais elles ne vont pas synthétiser encore ils ne vont pas encore synthétiser la COX-1. Donc, une faible dose de l'aspirine va inhiber la COX-1 plaquettaire et donc d'une façon prolongée. Donc une seule dose peut prolonger le temps de saignement jusqu'à 5 jours. Et donc par par l'inhibition de la synthèse de la thromboxane A2. Si on augmente la dose, elle va inhiber la COX-1
et la COX-2. Donc, elle va perdre cette spécificité. Donc, s'il va inhiber la COX-1, elle va avoir son effet anti-agrégant. Ici, il va inhiber la COX, s'il va inhiber la COX-1 et la COX-2, elle va aussi inhiber à forte dose la prostacycline I2. Et donc, il y aura un équilibre ici. On va avoir une inhibition de la prostacycline I2 qui a l'effet anti-agrégant et une inhibition du thromboxane A2 qui a l'effet pro-agrégant. Avec à forte dose, on n'a pas cet effet anti-agrégant plaquettaire. Et donc, quels sont les effets يغلب? Mais il y a un effet anti-agrégant lorsque tu augmentes la dose. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on va observer avec les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pourquoi ils n'ont pas un effet anti-agrégant plaquettaire? Parce qu'ils vont inhiber la synthèse du thromboxane et la synthèse de la prostacycline. Donc, il y a un effet équilibré. Et donc, tu ne vas pas avoir un effet anti-agrégant plaquettaire. L'aspirine à faible dose a une spécificité vers le COX-1. Ou le COX-1, on va la trouver uniquement au niveau plaquettaire. On a fait le plaquette, on n'a pas le COX-1. Et donc, elle va inhiber la COX-1 plaquettaire. Elle ne va pas inhiber la synthèse de prostacycline. Et cette inhibition, elle est irréversible, ce qui va induire une augmentation du temps de saignement. C'est clair? Oui. Oui, monsieur. Mais je vais vous في الكور ان شاء الله نحط لكم في البلاتفورم un lien qui explique très bien cette action agrégante plaquettaire et anti-agrégante plaquettaire de l'aspirine. Donc la pharmacocinétique des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des acides faibles. Acides faibles, donc ils vont être liés d'une manière forte à l'albumine plasmatique. Ils sont relativement lipophiles, donc ils vont être rapidement absorbés. Donc, ce sont des médicaments qui sont rapidement absorbés. On va trouver la concentration plasmatique maximale après 2 à 3 heures. L'alimentation peut retarder l'absorption et diminuer parfois la disponibilité systémique. Les antiacides couramment prescrits aux patients sous ANS retardent l'absorption. Donc, les antiacides pour diminuer les effets indésirables gastriques des ANS sont prescrits avec les ANS, mais ils vont retarder sans diminuer l'absorption des AIS. L'effet va être retardé, mais il ne va pas être diminué. Certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme le diclofénac, subissent un premier passage hépatique. L'aspirine, elle commence à acétyler les plaquettes dans la circulation présystémique. Lorsqu'il est absorbé, il va arriver au niveau portal, ou le foie. Dans cette zone, elle va commencer à inhiber les plaquettes. Elle va subir un premier passage hépatique. Le premier passage hépatique, il sera désacétylé. Donc, l'acide acétylsalicylique, l'acide salicylique. Et l'acide salicylique, il a la même préférence pour la COX-1 et la COX-2. Il est plus spécifique pour la COX-1. Et il est plus inhibiteur irréversible. Et donc, lorsqu'il va passer le premier passage hépatique, cet effet anti-agrégant plaquettaire ne va plus être observé. Donc, l'effet anti-agrégant plaquettaire, il sert juste lors de la circulation portale, le contact avec les plaquettes au niveau de la circulation présystémique. Monsieur? Oui. مش الاسيد ساليسيليك الميتابوليت معناتها عنده بريفيرونس اكثر للكوكس 1 دونك نورمالمون يعطي ليفي انتي اغريغون
l'acide acétylsalicylique a une préférence pour la COX-1 lorsqu'il passe par le foie, lorsqu'il est désacétylé. Donc, il n'a plus cette préférence. Il a plus cette préférence. صحيح. Les ANS sont fortement liés aux protéines plasmatiques, de 95 à 99%. Donc, ceci, qu'est-ce qu'il implique? Si on a une forte liaison protéine plasmatique, est-ce qu'on l'albumine? Parce que ce sont des acides faibles. Les acides faibles se lient aux protéines plasmatiques à l'albumine. Donc, s'ils sont une forte liaison protéine plasmatique, les conséquences, les conditions qui diminuent la concentration des protéines plasmatiques peuvent entraîner une augmentation de la fraction libre et des effets toxiques potentiels, comme l'hypoalbuminémie. Donc, dans ce cas, on aura une diminution de la concentration plasmatique de ces protéines plasmatiques. Je peux essayer donc une augmentation de la fraction libre, augmentation de la toxicité. Entre autres, les anti-inflammatoires peuvent entrer en compétition et déplacer certains médicaments fixés à l'albumine. Le warfarin, par exemple, qui est un médicament anti-agrégant, anticoagulant, et qui est fortement lié à la protéine plasmatique, si on le donne avec l'ibuprofène va le déplacer la warfarine de sa liaison protéine plasmatique. Et comme la warfarine est un médicament à marge thérapeutique étroite, cette petite quantité qui sera déplacée va entraîner une augmentation du saignement, une augmentation de risque, au contraire, une augmentation de risque anticoagulant, donc une augmentation de risque de saignement, d'hémorragie, c'est ça. Donc la plupart des ANS, oui. J'ai pas compris le phase dans les protéines. Le syndrome néphrotique, par exemple, où on a une insuffisance rénale, où les reins ne peuvent plus, les reins perdent les protéines. Les protéines ne sont plus retenues. Sinon, on aura comme conséquence dans l'organisme une diminution de la concentration de l'albumine. On aura une hypoalbuminémie dans le corps. Oui. Donc, les protéines, le médicament, comme il y a très peu de protéines d'albumine, il ne va pas se fixer sur l'albumine. Une quantité plus faible se fixe sur l'albumine. Donc, on aura une fraction libre de médicaments qui est plus importante. Pour faire les médicaments, c'est la fraction libre qui fait l'action pharmacologique. Oui. Donc, on aura une augmentation des effets toxiques. معناها على خاطر ما تكون عندك انت 1% qui est la fraction libre كي تبدا عندك hypoalbuminémie باش تولي عندك 10% de fraction libre. عندك la concentration du médicament elle a augmenté 10 fois et donc tu auras un effet toxique. D'accord. Merci. في الكا الثاني عندنا le risque من نوع اخر مش risque lié à la pathologie mais risque de interaction médicamenteuse. معناها deux médicaments qui se lient fortement aux protéines plasmatiques comme l'albumine, un il va déplacer l'autre, ils sont donnés d'une façon concomitante. وقتاش يولي فما un risque réel, c'est lorsque le médicament déplacé il est un médicament à marge thérapeutique étroite. معناها une augmentation de 5% de la concentration libre de médicaments peut provoquer des effets toxiques. D'accord. La plupart des ANS sont largement distribués dans tout le corps et pénètrent facilement dans les articulations artériques. Donc, généralement, la concentration dans les articulations arthritiques est plus importante que la concentration au niveau du plasma. C'est pour cette raison qu'ils ont un effet, qu'ils ont toutes leurs indications dans les arthroses et dans les polyarthrites rhumatoïdes. La plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aussi traverser la barrière, peuvent aussi agir au niveau central et diminuer et induire un effet analgésique. Le célécoxib, Celebrex,
Il est particulièrement lipophile et il peut traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, il peut atteindre le système nerveux central et il a son effet analgésique. Le métabolisme, il est surtout hépatique. Quand certains médicaments subissent un effet de premier passage hépatique, comme le diclofénac. Ils sont éliminés surtout sous forme glucuro-conjuguée. La demi-vie plasmatique varie beaucoup. Le buprofène, diclofénac, demi-vie plasmatique 1 à 4 heures. Le pyroxycam, il a une demi-vie de plus ou moins 50 heures. Le naproxène, il y a une variabilité pharmacogénétique. Donc, le naproxène est métabolisé par le cytochrome 2C9. Donc, il y a une variabilité génétique et la T1,5 varie de 9 à 25 heures. Et en général, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas éliminés par hémodialyse, sauf les salicylés. C'est intéressant à retenir qu'ils ne sont pas éliminés par l'hémodialyse parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont une toxicité rénale. Donc, s'ils ont une toxicité rénale et ils ne sont pas éliminés par l'hémodialyse, donc cette toxicité rénale, elle est accrue. Mais généralement, les patients sous hémodialyse, on ne les donne pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, tableau هذا résume les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on a sur le marché tunisien. Donc, qu'est-ce qu'on a comme anti-inflammatoire stéroïdien? On a l'aspirine, on a l'acétylsalicylate de lysine. Monsieur, Donc, l'acétylsalicylate de lysine, oui. monsieur, احنا توا قلنا انه les anti-inflammatoires non stéroïdiens عندهم une toxicité rénale. Ou fait diapo en général ne sont pas éliminés par l'hémodialyse. Et donc, ils ne sont pas éliminés par l'hémodialyse. L'hémodialyse, ce n'est pas physiologique. L'hémodialyse, c'est la machine. L'hémodialyse, à part l'aspirine, les anti-inflammatoires ne sont pas éliminés. Donc, s'ils vont rester dans le corps, ils vont augmenter cette toxicité. D'accord. Dans le groupe des acides acétylsalicyliques et esters, on distingue l'aspirine, on distingue l'acétylsalicylate de lysine. L'aspirine sous forme de sel, lysine. Lysine, se forme, l'acétylsalicylate de lysine est un sel hydrosoluble de l'acide acétylsalicylique. Donc, l'aspirine sous forme hydrosoluble, sous forme de sachet, ou sous forme injectable, on va utiliser plutôt l'acétylsalicylate de lysine. Et 1,8 g d'acétylsalicylate de lysine correspond à 1 g d'acide acétylsalicylique. En cas d'intoxication à l'aspirine, la demi-vie passe de 2 à 3 heures jusqu'à 15 à 30 heures. Parce qu'il y a saturation des mécanismes physiologique d'élimination. Et donc, la demi-vie, les 15-30 heures. Donc, l'aspirine ou l'acide acétylsalicylique, comme on l'a vu, la dose antiplaquettaire elle est de 40, 80 ou 160 mg par jour. Pour les douleurs fièvre, elle est de 325 à 650 mg toutes les 4 à 6 heures. Elle est généralement pas utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et pour la fièvre rhumatismale de l'enfant, elle est utilisée à 10 mg par kilo toutes les 4 à 6 heures. Donc, la fièvre rhumatismale de l'enfant, c'est une fièvre qui est à l'origine d'une infection, une angine non traitée. Donc, dans ce cas, on va donner l'acide acétylsalicylique pour prévenir, pour traiter cette fièvre. Comme autre médicament, on a l'indométhacine et le diclofénac. Diclofénac, oui. Monsieur, l'angine non traitée, elle est nature antibiotique, lui, nature aspirine. On a l'antibiotique, mais parfois, il est mal traité ou il n'est pas bien traité.
Donc, s'il est maltraité ou il est bien traité, généralement, c'est une angine streptococcique. Elle va se compliquer par une fièvre qu'on dit une fièvre rhumatismale, accompagnée de douleurs rhumatismales, et qui survient surtout chez l'enfant, qui tape dans l'enfant, mais une antibiothérapie convenable. Et donc, pour soulager le patient, l'enfant de ces douleurs et de cette fièvre, et éviter les convulsions, on va donner l'aspirine. Mais bien sûr, bien évidemment, on va donner l'antibiotique. Il faut donner l'antibiotique. Dans le groupe des acides acétylsalicyliques, femme l'indométhacine, nuflirine, nufligel, qu'on donne 25 mg 2 à 3 fois par jour. Donc la plupart des médicaments qu'on trouve au tableau sont donnés 2 à 3 fois par jour, sauf les dérivés de l'acide énolique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une demi-vie assez longue, donc 50 heures ou 15 à 20 heures, donc on va les donner uniquement une fois par jour. Par contre, tous les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être donnés 2 à 3 fois par jour. Les anti-inflammatoires, fait le tableau, on voit à la fin les anti-inflammatoires non stéroïdiens sélectifs à la COX-2. Sélectifs à la COX-2, c'est le coxib. Qabel fama Vioxx, le parécoxib, maintenant il est éliminé du marché. Aux femmes, les médicaments qui ne sont pas sélectifs, mais qui sont, on va dire, hautement sélectifs. Ils ne sont pas sélectifs, l'axe, hautement. Est plus sélectif que les anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques. Le diclofenac et le meloxicam. Le diclofenac et le meloxicam sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens préférentiels à la COX-2. Donc, ce ne sont pas spécifiques à la COX-2, mais sont préférentiels. Ils inhibent plus la COX-2 que la COX-1. Les autres, ils ont plus ou moins une préférence, préférence égale à la COX-1 à la COX-2. L'aspirine à la faible dose, elle a une préférence à la COX-1. Donc, l'ibuprofène, il est utilisé dose de 280 mg. L'ibuprofène fait le 4, fait l'acide aryl propionique. Donc, l'ibuprofène, il est très utilisé pour son activité analgésique. L'ibuprofène, qui le paracétamol, il existe aussi sous la forme pédiatrique. Donc, pour les enfants, lorsqu'on a une fièvre de l'enfant, on a littéralement le paracétamol. On peut donner aussi l'ibuprofène, 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 ou la dovène, ou la riro, spécialité. Donc, ce sont pour leur activité antipyrétique. Le kétoprophène aussi, il a une activité antipyrétique, une activité anti-inflammatoire. Profinide, axène sous la forme de cipo. Le fluorbiprophène, lantadine, lantafène, le fluorbiprophène. Les acides aryl propioniques, l'acide thiaprophénique, surgam, des maghroumin bibar chez les dentistes, des matéos. Mais en fait, il faut faire attention parce que généralement, lors d'une douleur dentaire, il est préférable d'associer un antibiotique avec un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il ne faut pas donner un anti-inflammatoire non stéroïdien seul parce qu'il peut favoriser une infection en cas de douleur dentaire. Mais quel est le tableau? Les molécules, au moins une spécialité. Monsieur, savoir les groupes. Oui. في الكام تاع دولور دونتيغ علاش كام علاه ما نعطيوش مثلا ايبوبروفين او كونتالجي نجم تعطي الايبوبروفين مش مشكل تنجم تعطي الايبوبروفين هما جوست اي واحد عنده ان اكتيفيتي انالجيزيك هما كلهم عندهم دي اكتيفيتي انالجيزيك مي فما دي بريفيرونس مثلا الاكتيفيتي انالجيزيك دو الايبوبروفين elle est très marquée. L'activité antipyrétique de l'ibuprofène est très importante. Le diclofenac, surtout pour son activité articulée. Et surgam, il a une meilleure pénétration au niveau dentaire avec une activité analgésique qui est perçue par les personnes meilleure que celle des autres anti-inflammatoires. Mais qu'on a donc une activité analgésique et anti-inflammatoire. اما ديما وقت اللي نعطيوه معاه انتيبيوتيك ديما مهما كان Oui,
en cas de douleur dentaire. Il y a le risque que ces douleurs dentaires sont dues à un abcès ou à une infection dentaire. Donc, si on donne un anti-inflammatoire seul, on risque d'augmenter le risque d'infection. On peut augmenter le risque d'infection. Donc, il faut associer automatiquement, d'une manière prophylactique, un antibiotique avec l'anti-inflammatoire non stéroïdien. باهي ومشو كي قلت لنا سبيسياليتي باغ دي سي كالعاده اسكو نحفظوا ك 500 ملغ كومبريمي ولا شنو؟ لا مش بالضروره. باهي Monsieur, Oui. Monsieur, c'est quoi l'intérêt de les médicaments qui ont une préférence pour la COX-2? باهي باش نجيوهم شويه اخرى. Ouais. Donc, s'ils ont ترى انت قولي وحدك. S'ils ont une préférence pour la COX-2, اش معناها؟ Moi, il va pas y avoir les effets d'inhibition par le COX-1. اللي هما Les agrégation plaquettaire. بخلاف. Non, je m'échappe, monsieur. Surtout les formes digestives. على خاطر الكوكس 1 قلنا elle est responsable des effets physiologiques كيف ما la gastroprotection, la protection de l'épithélium gastrique et l'inhibition de la sécrétion acide. Ou le COX-2, c'est la COX-2 qui est l'inflammatoire, qui est inductible lorsqu'il y a un processus inflammatoire. Donc, si on donne un anti-inflammatoire qui est sélectif pour la COX-2, normalement, on ne va pas diminuer les prostaglandines E2 et I2 au niveau gastrique. On ne va pas provoquer les effets gastriques. Monsieur, il y a moins d'effets indésirables avec les inhibiteurs, les random préférences, les COX-2. Oui, il y a moins d'effets indésirables digestifs. D'accord, merci. Bon, en fait, ces molécules, ces molécules ont été synthétisées afin de diminuer le risque d'effets indésirables gastriques. Mais بعد, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé, c'est vrai, ils diminuent le risque d'effets indésirables gastriques. Mais par contre, ils sont en train d'inhiber seulement la COX-2. Donc, au niveau, quand je parle de l'agrégation plaquettaire, ils sont en train d'inhiber la synthèse de prostacycline I2 et les a un effet anti-agrégant plaquettaire. Et ils ne sont pas en train d'inhiber le thromboxane A2. Donc, voilà, on a des déséquilibres. Voilà, on a plus de thromboxane A2 que de prostacycline I2. Et donc, quel est le risque? Il y a le risque de thrombose. Et ces médicaments ont été associés à la fin avec des risques cardiovasculaires graves. Avec par exemple, le Rofecoxib, il a été retiré du marché. L'histoire de Vioxx, là واش عليها تنحطها لكم ان شاء الله في شو اسمه في الانكس اللي حاب يقرا un petit article en anglais. En fait, le Vioxx, il a été synthétisé il a été commercialisé par Merck. وفما des rumeurs يقولوا لي Merck au début des essais précliniques لقات لي عنده cet effet cardiovasculaire néfaste, mais elle a quand même continué à sa commercialisation. Donc, une question éthique qui a été posée, où ils ont continué, il avait un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. En bas, lorsque ces effets indésirables cardiaques ils ont été reliés par d'autres pharmacologues et chercheurs indépendants, c'est dans ce cas qu'elle a retiré le Rofecoxib du marché. Donc, il y avait beaucoup, le Vioxx et le Rofecoxib. Il y avait d'autres molécules. Le Celecoxib, parce que le Celecoxib, il a moins d'effets indésirables. Au fait, Celecoxib, comme c'est un médicament spécifique ou sélectif de COX-2, où on suppose qu'il a moins d'effets indésirables gastriques. Donc, lorsqu'il a été commercialisé, le Celecoxib, ça a les 29 dinars, 25 dinars, jusqu'à maintenant, c'est les Brex. Maintenant, ça fait 10 ans qu'il a été commercialisé. Ou les femmes, les médicaments génériques. Ou les médicaments génériques sont de l'ordre de 9 dinars, 8 dinars. Donc, un COX-2 sélectif. Une dernière remarque, c'est qu'il a été montré que
si on prend un COX-2, un anti-inflammatoire non stéroïdien non sélectif, pour le ibuprofène ou le kétoprophène ou le piroxicam, avec un IPP, donc il n'y a pas une différence entre le Celebrex et anti-inflammatoire non stéroïdien, entre célécoxib, anti-inflammatoire non stéroïdien, plus IPP. L'IPP il va réduire le risque de toxicité gastrique. Donc l'efficacité, c'est-à-dire l'amélioration ou l'avantage de célécoxib, on peut l'avoir en ajoutant un IPP à l'anti-inflammatoire non stéroïdien classique. Et là, monsieur, حتى l'IPP a des effets indésirables. Les IPP sont parmi la classe des médicaments qui a le moins d'effets indésirables. Ils sont très tolérés, les IPP, et même ces effets indésirables très minimes pour leur action très spécifique, pour leur demi-vie, pour leur action irréversible au niveau de leurs enzymes, etc. etc. Ben. Donc, les principales indications. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens procurent un soulagement principalement symptomatique de la douleur et de l'inflammation associée aux troubles musculo-squelettiques. On est à rhumatoïde, ou l'arthrose. Donc, en général, ce sont des médicaments que ce qui fait les AIS. Le traitement est symptomatique. Il faut la souligner. Ce ne sont pas des MARDs, ce ne sont pas des drugs modified. Ils ne vont pas changer le cours de la maladie. Ils vont provoquer uniquement un soulagement symptomatique. Les médicaments qui vont provoquer un traitement, les médicaments qui vont traiter la polyarthrite rhumatoïde sont les médicaments biologiques, sont le méthotrexate par exemple, etc. Donc on parle de drug modifying arthritis disease. Donc ce ne sont pas des DMARDs. Donc la douleur qu'on a عليها. Oui. لا قلت لك بكري في المالادي de la goutte نجمو نعطيوهم. La maladie de la goutte, c'est un traitement symptomatique. On va éliminer, on va traiter la crise de goutte. On ne va pas changer le cours de la maladie. C'est un traitement symptomatique. Donc, les anti-inflammatoires douleurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont efficaces contre les douleurs inflammatoires d'intensité faible à modérée. Douleur inflammatoire à l'èche. Le syndrome inflammatoire provoque une sensibilisation de la perception de la douleur. Faible à modérée. À l'èche faible à modérée. في الدولار اللي تبدا forte, on va utiliser les analgésiques morphiniques. Pour les douleurs d'intensité faible à modérée, malgré que l'efficacité des opioïdes est plus importante, mais les ANS n'ont pas les effets indésirables des morphiniques sur le système nerveux central, qui fait une dépression respiratoire ou bien le potentiel de développer une dépendance physique. Donc, avec les douleurs de faible à modérée, on préfère les anti-inflammatoires non stéroïdiens sur les analgésiques morphiniques. Ils sont utilisés dans les douleurs post-opératoires résultant d'une inflammation ou la douleur résultant d'une inflammation. Cette douleur viscérale chronique, il n'apporte pas un soulagement. Douleur viscérale chronique, par exemple cholécystite, par exemple douleur prostatique, de la prostate, les cystites, toutes les douleurs des viscères qui sont chroniques. Par contre, une exception est la dysménorrhée. Dysménorrhée, ce sont les douleurs de la règle primaire. Primaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas une cause. Parce que les douleurs, les causes ce sont les règles. Il n'y a pas une cause pathologique.
Les dysménorrhées primaires, les douleurs sont causées par la libération de la prostaglandine. Et donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils ont leur indication ici. Monsieur, Oui. Monsieur Ali, je l'effet ralgan, le paracétamol, comme indication, on a la règle douloureuse. Normalement, les ANS sont plus spécifiques, mais le paracétamol n'a pas d'effet. لا عنده في باراسيتامول. باراسيتامول الميكانيزم داكسيون نتاعو périphérique et central, donc عنده action زيادة على la douleur viscérale. Mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, il apporte un soulagement meilleur que le paracétamol dans ce type de douleur. D'accord. كيف ما قلنا في الكور نتاع المرة اللي فاتت que les antispasmodiques ils ont plus d'efficacité contre la douleur les thiases coliques ou les thiases urinaires parce qu'il a pour leur mécanisme d'action la même chose ici pour les dysménorrhées ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens في الميgraine par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont plus efficaces que le paracétamol les douleurs migraineuses. D'accord. مش normalement العكس في الميغرين. Les migraines, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont plus spécifiques. Ils ont un effet plus fort. مش normalement الباراسيتامول هو اللي عنده سنترال وليخي سنترال وبيريفيريك دونك نورمالمون الباراسيتامول هو اللي يغلب. خاطر فما un autre mécanisme في الميغرين. فما différents mécanismes. Entre autres, c'est la synthèse des prostaglandines au niveau central. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibent la synthèse des prostaglandines au niveau central parce qu'ils traversent la barrière hémato-encéphalique. Ils sont lipophiles. Ils peuvent inhiber localement la synthèse des prostaglandines au niveau central. Mais une remarque ici, pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, quel anti-inflammatoire stéroïdien choisir? Ça dépend de plusieurs choses. Entre autres, ça dépend du patient. Par exemple, un patient يقول لك أنا خذيت l'ibuprofène ما عملت شيء خذيت l'indomethacine فرهدتني. Un autre patient يقول لك لا أنا ما فرهدني كان البيروكسيكا. Donc فما une préférence ما نعرفوش علاش mais فما une préférence d'un patient à l'autre. Donc le fièvre كيف ما قلنا بكري le fièvre est un des moyens de réponse de l'organisme aux infections. Donc il est bénéfique lors d'infections invasives sévères. D'ailleurs, les infections graves non fébriles, infection grave où il n'y a pas de la fièvre. Alors, comme femme a fait un risque plus important de mortalité. Donc, avec la fièvre, il ne faut pas donner d'une façon automatique un antipyrétique. Donc, le traitement antipyrétique est réservé aux patients chez qui la fièvre en elle-même peut être nocive et à ceux qui ressentent un soulagement considérable lorsque la fièvre diminue. L'ibuprofène et le cotoprofène, dérivés à aryle carboxylique, sont les seuls anti-inflammatoires non stéroïdiens ayant une AMM pour le traitement de la fièvre chez l'enfant. Maintenant, la fièvre chez l'enfant, on a le cotoprofène, on a l'ibuprofène, et on a aussi le paracétamol. Pour le l'ibuprofène, il y a une note qui a été sortie par la Haute Autorité Sanitaire et l'Agence nationale de sécurité médicamentaire au niveau de la France qui a souligné l'apparition de fasciite nécrosante lorsque des patients, des petits enfants qui ont une varicelle, ils prennent de façon concomitante l'ibuprofène. C'est pour cette raison que lorsqu'on a de la fièvre, il faut toujours favoriser l'effet ralgant. Il faut toujours favoriser le paracétamol. Et après, avoir recours à un anti-inflammatoire non stéroïdien. Sauf dans le cas où la fièvre, elle persiste. La fièvre, elle persiste, elle est dangereuse, il y a le risque de convulsion chez l'enfant. On ne peut pas risquer de donner encore une fois le paracétamol parce que ça va provoquer une toxicité hépatique. Donc, dans ce cas, on va alterner le paracétamol. Après 4 heures, on va donner l'ibuprofène. Après 4 heures, on va donner le paracétamol, etc.
كيستيون ولا نكمل؟ شو هنا تو معناتها درنا ورجعنا عطيناه ايبوبروفين وقت اللي هو عنده فاريسيل. لا في الفاريسيل مستحسن ما تعطيش بالكل الايبوبروفين مالغري راهو سي كونتيستي معناها هذه لوتوريتي سانيتير فرونسيز تقول لك il y a un risque associé de fascite nécrosante et d'autres études disent que non, il n'y a pas ce risque. Mais par précaution, il ne faut pas la donner parce que la fascite nécrosante est un risque mortel. Par contre, إذا عندك une fièvre وعطيت باراسيتامول وما نقصوش التمبيراتور وما تنجمش تعطي الاسبيجيك على خاطر avec l'aspergique il y a le risque de syndrome de Rey. Donc la seule alternative اللي قعدتك هي l'ibuprofène. Surtout que le profil sécuritaire de sécurité de l'ibuprofène est très bien. C'est un médicament qui est assez toléré. واضح؟ مشو علاش مثلا في الفاريسيل علاش يعوز ليبوبروفين ما نعطيش كيتوبروفين ولا حاجه؟ C'est la même chose. Kétoprophène, l'ibuprofène, il a été observé la fascite nécrosante مع مزوز. En fait, علاش les Suisses par exemple et les Américains يقول qu'il n'y a pas ce risque de fascite nécrosante. على خاطر l'ibuprofène il est largement prescrit. العباد الكل تاخذ في l'ibuprofène que ce soit كأنتالجيك كأنتيبيريتيك. والفاسcite nécrosante elle est très faible. معناها تلقى un patient année. Donc, on ne peut pas associer le risque avec la prise de l'ibuprofène. Par contre, par mesure de précaution, un patient, un bébé qui a la varicelle, on ne lui donne pas l'ibuprofène, on lui donne l'aspégique. Aux aides, l'aspégique, tu favorises les méthodes physiques. تعطيك كمادات تبل وجهه بالماء etc. Donc la fin c'est la persistance du canal artériel. هذا حكينا عليها زاده في الكور نتاع les icosanoïdes. Donc le canal artériel est un vaisseau qui relie l'artère pulmonaire à l'aorte du fœtus, permettant à la circulation sanguine du fœtus d'éviter les poumons. Donc, ce canal artériel se ferme spontanément dans les 24 heures après la naissance. La persistance du canal artériel est un état pathologique résultant de l'absence de fermeture physiologique du canal artériel à la naissance. L'indométracine et l'ibuprofène sont utilisés par voie intraveineuse pour le traitement de la persistance du canal artériel. Donc, si le canal artériel persiste, on va donner l'ibuprofène et l'indométracine pour induire sa fermeture. Par contre, cet effet de fermeture du canal artériel, il est une contre-indication d'utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens à partir du 6e mois de grossesse. Parce que si on va utiliser l'anti-inflammatoire non stéroïdien à partir du 6e mois de grossesse, les 4 derniers mois, ou 3e semestre, les 4 derniers mois de grossesse, 6e, 7e, 8e, 9e, on va provoquer une fermeture prématurée du canal artériel et ça va provoquer la mort in utero du fœtus. Donc, c'est un effet indésirable. Et ça provoque, c'est pourquoi on a contre-indiqué les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc la cardioprotection, l'aspirine prolonge le temps de saignement. Cet effet est la conséquence d'une inhibition irréversible de la COX-1 plaquettaire dans la circulation portale. L'inhibition de la production du thromboxane A2 plaquettaire est responsable de l'effet thérapeutique de l'aspirine. Cependant, l'aspirine à faible dose est associée aussi à un risque
de faibles événements indésirables gastro-intestinaux. L'effet anti-agrégant plaquetté est observé à 40, à 100, à 325 mg par jour. Et donc, plus la dose elle est faible, plus le risque gastro-intestinal il est plus faible. Il faut favoriser donc dans ce cas une dose plus faible. B. Une remarque, pour cette indication, l'aspirine est indiquée dans le traitement, il est indiqué comme un traitement préventif secondaire, la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires. Prévention secondaire, c'est-à-dire que chez les patients qui ont eu des événements cardiovasculaires, qui a eu par exemple un IDM. Dans ce cas, si on donne l'aspirine, on va diminuer le risque de l'apparition de l'IDM de 20%. Par contre, chez un patient qui n'a pas eu, qui présente des facteurs de risque, mais qui n'a pas eu un incident cardiovasculaire, qui n'a pas eu par exemple un IDM, un accident ischémique vasculaire, etc. Dans ce cas, le bénéfice de l'utilisation de l'aspirine ne l'emporte pas sur le risque. Donc, dans ce cas, on ne va pas ajouter, on ne va pas donner l'aspirine. Monsieur ما فهمت سامحني. Mais l'aspirine, on a dit dans cette indication, dans cette indication qui est la cardioprotection, malgré qu'on est en train d'utiliser des faibles doses d'aspirine, on est à 160 à 325 mg, ou bien inférieur à 100 mg par jour, on a toujours le risque de saignement gastrique. Le risque de gastrique, يقعد موجود, حتى avec ces faibles doses. Et donc, si on va évaluer le bénéfice-risque, les études contrôlées contre placebo ont montré que l'effet bénéfique il est plus important que le risque lorsqu'il est donné comme prévention secondaire des maladies cardiovasculaires, et il est négatif s'il s'agit d'une prévention primaire. Donc, s'il y a un patient qui présente des facteurs de risque, un HTA, un athérosclérose, il est obèse, mais qui n'a pas eu un IDR. On a la prévention primaire. Dans ce cas, l'aspirine n'a pas une indication. Il vaut mieux ne pas la donner. Par contre, quand le patient a un IDM ou une coronopathie ischémique, etc., dans ce cas, on parle d'une prévention secondaire. Dans ce cas, on va donner l'aspirine, malgré le faible risque d'ulcère gastrique ou de saignement gastrique, on a une meilleure action prophylactique de l'apparition de nouveau de ce risque cardiovasculaire. واضح؟ Oui. بنكمل ولا ناخذ بوز؟ نكملوا مسيو. ناخذوا بوز. نعملوا 5 minutes ونرجع.
continue. نزلتوا هنا يا جماعة. Oui, monsieur. Oui, monsieur. قداش من واحدة معانا؟ ماني ليه؟ دونك وصلنا فين؟ وصلنا الفارماكوفيجيلانس هكا ولا؟ Donc la pharmacovigilance, les effets indésirables. Donc les effets indésirables sont des effets indésirables surtout digestifs. Digestifs, ce sont des manifestations fonctionnelles, dyspepsie, gastralgie, nausées, et qui sont très fréquentes avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens et résolutives à l'arrêt des traitements. Les manifestations fonctionnelles à l'homme ne signifient pas qu'on a un ulcère gastrique ou on a des problèmes gastriques. Ce sont juste des gènes, une symptomatologie gênante due à la prise de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens. ولا plupart من الناس تنجم تتشكى منها الحكاية هذه. Par contre, l'ulcère gastro-duodénal, il est asymptomatique avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On le trouve généralement lors d'examens endoscopiques. Il est plus fréquent avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques qu'avec les coxibes, parce que les coxibes ne vont pas inhiber la COX-1. Donc, ils ne vont pas inhiber la prostaglandine E2 qui protège la barrière gastro-duodénale. Monsieur, Oui. يجي باش نعطيو كوكتيب تيلي كوكتيب مثلا ما يصيرش ما نعطيوش معاه كان يقولوا يغلف في المعدة هذاك. اي ما نعطيش مع لي بي بي. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt de donner avec le celecoxib, de donner avec un anti-inflammatoire non stéroïdien sélectif, un IPP ou un protecteur de la muqueuse de misoprostol ou un anti-H2. Il n'y a pas aucun intérêt. Parce que l'intérêt, c'est de prévenir, et ici, il n'y a pas intérêt de prévenir. Par contre, si on donne un anti-inflammatoire non stéroïdien classique chez une personne âgée ou une personne à risque, qui a par exemple un antécédent d'ulcère, une personne à risque, dans ce cas, il faut associer avec un IPP. غاد. Oui, monsieur. خليني أدرس لي بي بي شنو تقول لي غير في المعدة. نسيت monsieur لي برشا ما يقريب. برشا. Les complications rénales. Les complications, les effets indésirables sont tous liés au mécanisme d'action des prostaglandines. Les complications rénales, on a une rétention hydrosodée se traduisant par des œdèmes des membres inférieurs, une augmentation de la pression artérielle et la décompensation d'une cardiopathie congestive. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont que très peu d'effets indésirables rénaux sur les personnes bien portantes. Une personne qui n'a pas une insuffisance rénale préexistante ou qui n'a pas une HTA, il y a très peu de risques qu'elle va développer une insuffisance rénale ou des problèmes rénaux avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parce qu'au niveau des reins, il y a des mécanismes de compensation. Par contre, s'il y a une personne à risque, dans ce cas, il y a le risque de complications rénales, il devient plus important. Il y a aussi le risque d'une insuffisance rénale aiguë. Cette insuffisance rénale aiguë, elle est inaugurée par une oligurie qui est irréversible à l'arrêt du traitement. Donc, oligurie, c'est la diminution de la quantité de l'urine. Donc, il y en a comme une personne âgée qui est en train de prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens. ومن عند ربي les personnes âgées هما ما يشربوش برشا الماء على خاطر ما يحسوش بالعطش. وزيد عنده une oligurie, il faut rapidement penser à une insuffisance rénale aiguë due aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Et dans ce cas, l'arrêt de traitement anti-inflammatoire non stéroïdien va réverser cette insuffisance. Cette insuffisance rénale aiguë, elle est réversible à l'arrêt du traitement. Ben. Monsieur. Bonjour. Laisse mon Oui, père. monsieur. Allez, Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je m'excuse. Mais les complications cardiovasculaires, nous fait les effets indésirables. Les coxibes ainsi anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui. ترجعنا الديابو بلي مش في شيء. Monsieur. الفازة نتاع الانسفيزونس رينال ريفرسيبل او با هذه اللي حكينا عليها بكري معناتها شنو كان عليها وقتاش تشفيخ وتخد يقولنا راهو فما دي ميديكامون ريفرسيبل و دي ميديكامون لا لا مش مربوطة ببعضها. فما une insuffisance rénale qui est réversible ou non réversible, ça dépend du dommage qui a atteint le rein. Le rein, si les dommages sont réversibles, il y a aussi les dommages, les lésions au niveau du néphron sont irréversibles. Il y a une nécrose et apoptose du néphron. Lorsque tu arrêtes le traitement, il ne va pas se régénérer. Donc ça dépend du mécanisme de la lésion, ça dépend et de l'étendue de la lésion plutôt. Les complications cardiovasculaires. Qu'on a les coxibes sont des COX-2 sélectifs et qui ont été développés afin de diminuer les effets indésirables gastriques. Cependant, les coxibes comporteraient un risque cardiovasculaire découlant de leur mécanisme d'action qui conduit à un déséquilibre de la balance thromboxane A2, prostaglandine I2. Donc, voilà un déséquilibre de la balance en faveur du thromboxane A2 parce qu'on va inhiber la thromboxane I2 et on ne va pas inhiber le thromboxane A2. Et donc, il y a un risque de thrombose. Et du coup, ce risque concerne plus particulièrement les patients présentant des antécédents récents, comme l'angor,
l'infarctus du myocarde, l'antécédent vasculaire cérébral et l'accident ischémique transitoire. Le naproxène semble donner moins de risques cardiovasculaires. Donc, les manifestations cutanées, tous les anti-inflammatoires, oui. Naproxène est une spécialité. Naproxène, c'est un médicament. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et on mange موجود في les sélectifs à COX-2. Il n'est pas sélectif, non. Il n'est pas sélectif, mais il donne moins de risques cardiovasculaires. Les risques cardiovasculaires, ils sont observés encore plus avec les COX-2, mais ils ne sont pas observés avec les autres. Et justement, donc, ANS ماهوش sélectif COX-2 ما عندوش معناتها le risque cardiovasculaire. فهمتك. Il y a moins le risque cardiovasculaire. Et donc, معناتها مش naproxène بزاف. Oui. En fait, parmi tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, celui qui est le plus toléré au niveau cardiovasculaire, c'est le naproxène. باهي. أما هما les anti-inflammatoires non stéroïdiens, كيف ما قلت عندك الحق معناها non sélectifs, ils ont moins de risques cardiovasculaires que ceux qui sont sélectifs. Ensuite, on a les manifestations. Oui. ما فهمتش الحكاية ديزيكيليبر دو لا بالانس ترومبوسان A2 ولا بروستاسيكلين E2. أنا كيفاش تصير وفات الكوكسيد va inhiber معناها بروستاسيكلين E2. ما فهمتش كيفاش الأخرى باش تطلع معناها ترومبوكسان A2 ما. مش باش تطلع ترومبوكسان A2. أنت عندك ان équilibre. Thromboxane A2 il est synthétisé, le prostaglandine I2 il est synthétisé dans les conditions. Donc vous avez un équilibre. Une homéostase. Lorsque tu vas inhiber la prostaglandine I2 sans inhiber le thromboxane A2. Donc voilà un déséquilibre. Thromboxane A2. Mais tu n'as pas une synthèse de prostaglandine I2. Donc ceci va favoriser la survenue d'effets cardiovasculaires. Ben, oui, merci. Les manifestations cutanées, tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont susceptibles d'entraîner des réactions cutanées graves, parfois fatales, à type de dermatite exfoliatrice, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell, etc. Donc, ce sont des manifestations cutanées très rares. Et dès l'apparition d'un syndrome cutané, il faut arrêter directement le traitement par l'ANS. L'ibuprofène et le kétoprophène sont à l'origine d'infections de complications cutanées graves, la fascite nécrosante, lorsqu'ils sont donnés au cours de la varicelle, qu'on est avec lui. Donc, si on va parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les contre-indications, ce sont l'ulcère gastro-duodénal évolutif, la plupart inhibent le COX-2, donc inhibent l'effet protecteur du prostaglandine gastrique, l'antécédent d'ulcère peptique, l'insuffisance hépatocellulaire sévère, ils sont métabolisés par le foie, donc l'insuffisance hépatocellulaire sévère, ils ne vont pas être métabolisés, il y aura une toxicité. Les antécédents de saignement et de perforation digestive survenus sous ANS, l'insuffisance cardiaque sévère, plus ou moins des effets indésirables cardiaques, mais c'est surtout observé avec les coxibes. L'insuffisance rénale sévère parce qu'il provoque une hypotension, une hypoperfusion rénale. Il inhibe les prostaglandines rénales. Et la grossesse. La grossesse, tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués dès les débuts du 6e mois de grossesse, 24 semaines d'aménorrhée. Les coxibes sont contre-indiqués pendant toute la grossesse. Mais pourquoi il faut la connaître? Une seule prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien provoque la mort du fœtus in utero. Une grossesse qui est normale, au 8e mois de grossesse,
le bébé est mort suite à une seule prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. 400 mg d'ibuprofène, elle va perdre son bébé. Pour la grossesse, les femmes enceintes, الكرشهم تكبر surtout à la fin de la grossesse. واللي عندهم دي لومبالجي واللي ظهرهم يوجعهم. دونك كده هي مستانسة تاخذ الانتي انفلاماتوار نون ستيرويدien الوجاع هذيك نتاع الظهر automatiquement elle va le prendre par automédication. Et elle risque de perdre son bébé. Donc أنا le pharmacien à l'officine qui تجي مرحب له ولا واحد ولا حتى pour conseil ولا باش ياخذ anti inflammatoire non stéroïdien يسألوا. Il ne faut jamais le donner. Et ce risque, il peut être observé quelle que soit cette contre-indication et quelle que soit la forme. Un anti-inflammatoire non stéroïdien sous forme de pommade ou de gel, quelle que soit la forme galénique, il faut le contre-indiquer pendant à partir de la 6e mois de grossesse. Quelle que soit la dose, quelle que soit la forme. Monsieur, moi. على خاطر الريسك في السيزيام mois فما le risque de fermeture prématurée du canal artériel. Donc s'ils sont donnés avant la naissance, ils vont provoquer ce risque de fermeture du canal artériel et la mort in utero. Ils peuvent provoquer aussi une diminution de liquide amniotique. Monsieur, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, oui. monsieur احنا ناس قلنا لي كورتيكويد معناه نجم نعطيهم للفام انسانت على خاطرهم ne traversent pas le barrière sont métabolisés par la barrière placentaire. D'accord. Mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et arriver au niveau de la circulation sanguine du fœtus. Ils vont provoquer une fermeture prématurée du canal artériel. Ils vont provoquer la mort in utero du fœtus. L'écoxib et le diclofenac sont contre-indiqués en cas de cardiopathie ischémique, artériopathie périphérique et antécédent d'accident vasculaire cérébral. علاش الكوكسيب معهم ديكلوفيناك على خاطر الديكلوفيناك il est préférentiel pour la COX-2. Donc les interactions médicamenteuses, les AINS ne doivent pas être associées entre eux. Maintenant, on ne donne pas deux AINS parce que ça ne va pas améliorer l'effet thérapeutique. Les deux ont le même mécanisme d'action, mais ça va entraîner une augmentation des effets indésirables. Il ne faut pas les associer avec les anticoagulants oraux parce qu'ils vont provoquer la majoration du risque hémorragique. Pour le piroxicam et l'aspirine, préférentiellement le piroxicam et l'aspirine, cette association elle est contre-indiquée. L'aspirine parce qu'elle a un effet anti-agrégant plaquettaire très important, le piroxicam parce qu'il a une demi-vie très importante, il a une fixation protéique de 99%. Et pour les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, cette association elle est déconseillée. Mais lorsque cette association elle est indispensable, il faut faire dans ce cas une surveillance clinique étroite. Avec les anti-agrégants plaquettaires, y compris l'aspirine à dose anti-agrégante, il y a l'interaction médicamenteuse qui est le risque de majoration de l'hémorragie digestive. Il y a une interaction anti-agrégant plaquettaire. Lorsque tu lui donnes un anti-inflammatoire non stéroïdien qui peut provoquer un saignement digestif, il y a le risque d'hémorragie digestive qui est augmenté. Et les patients qui sont en train de prendre l'aspirine sous dose anti-agrégante plaquettaire, ils doivent être avertis du risque d'automédication. L'anti-inflammatoire non stéroïdien, par exemple, un patient en train de prendre l'aspirine comme pour la prévention secondaire de risque cardiovasculaire, et il a une lombalgie ou une arthrose, donc il va prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc dans ce cas, il y a un risque accru d'hémorragie digestive. Dans ce cas, il faut éduquer le patient et favoriser un analgésique non anti-inflammatoire stéroïdien.
Les Monsieur, antidépresseurs, oui, Monsieur, oui. monsieur, il y a aussi ces risques avec les AIS quand quelqu'un prend l'aspirine à dose antiagrégante. Moins de risques avec les AIS qu'avec les AINS pour ce qui est problème digestif. Malgré que les deux inhibent les prostaglandines, mais cet effet, حتى كانت تفكروا البارح في الAIS قلنا c'est un ulcère gastrique silencieux. C'est pas le même risque. Donc ce risque il est plus accru avec les AINS. D'accord, merci. Avec les antidépresseurs, c'est inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Il y a aussi une majoration de risque d'hémorragie digestive. Avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les diurétiques, les antagonistes des récepteurs de la RA2 sont des médicaments qui entraînent une hypoperfusion rénale. Il y a un risque accru d'insuffisance rénale aiguë chez les patients à risque. Donc, le risque rénal, dis-moi, c'est chez les patients à risque. Là. Un patient bien portant, rarement atteint le risque rénal pour les AINS. Donc, pour les corticothérapies, il y a une majoration de risque d'ulcération et d'hémorragie gastro-intestinale. هنا كي نحكيو interaction des médicamenteuses, on n'est pas en train de parler de contre-indication. معناها تنجم تلقى انتي كورتيكوثيرابي اجوتي معناها تلقى في التريتمون انتيبيوتيك تلقى في التريتمون كورتيكويد avec anti-inflammatoire non stéroïdien. في البوليارتريت روماتويد surtout au début du traitement, on peut associer le corticoïde avec l'anti-inflammatoire non stéroïdien avec le méthotrexate par exemple. Donc c'est une interaction médicamenteuse à prendre en compte, surveiller l'état digestif, mais c'est pas une contre-indication. Par contre, هنا في الثانية شو نجم نعطيوه معاه اي بي بي وسي بون معناها Par contre, كان باش نحكيو مثلا هنا البيروكسيكام et l'aspirine, l'association elle est contre-indiquée. ما عادش interaction médicamenteuse ولا association معناها l'interaction médicamenteuse est contre-indiquée. خاطر les risques هنا la majoration de risque hémorragique est très importante. Enfin, tous les médicaments, oui. شوف الانتيكواغولون معناتها شنو هو اللي تخير لاينيس ولا تخلي معناتها اذا كان باش تستغنى على واحد خاطر بويسك فما انتراكسيون ميديكامونتوز شنو هو اللي تخير معناتها تخليه الانتيكواغولون ولا لاينيس؟ Bien sûr, l'anticoagulant. Les AINS n'ont pas un effet anticoagulant thérapeutique. À part l'aspirine, à faible dose, elle a un effet anti-agrégant, مش حتى anti-coagulant, anti-agrégant plaquettaire. Par contre, les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont aucun effet anticoagulant. معناها l'effet agrégant حاجة, anti-agrégant plaquettaire حاجة, ou l'effet anticoagulant حاجة أخرى. C'est pas la même chose, ce sont pas les mêmes indications. Et معناها كل واحدة عندها indication. ما نجمش نقول شكون تخير هذا ولا هذا. Mais s'il y a كان باش نعطيهم مش يعطيو ريزلتا نتاع سينيمون وإيموراجي زوز يعطيو un allongement du temps de saignement صحيح. Mais les anti-agrégants sont utilisés. مثلا نعطيك l'exemple نتاع l'AVC, accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral ينجم يكون un accident vasculaire cérébral hémorragique. Dans l'accident vasculaire cérébral hémorragique, كان باش تعطيه un anticoagulant, tu vas favoriser la coagulation, l'hémorragie, et tu vas empirer la situation. Ou كان باش تعطيه un anti-agrégant plaquettaire, tu vas diminuer le thrombus وباش تحسن في الحالة نتاعو. معناها pour une même situation clinique, واحد باش يحسن لك في الحالة والآخر باش يهرد لك الباسيون. D'accord. La conduite de traitement. Le choix d'un anti-inflammatoire non stéroïdien repose sur la prise en considération des facteurs de risque individuels du patient. معناها عنده insuffisance rénale, patient âgé, عنده antécédent d'ulcère, عنده antécédent de risque cardiovasculaire,
Ce sont des facteurs de risque à prendre en compte avant de choisir quel anti-inflammatoire non stéroïdien ou l'observance du traitement. Un patient qui n'est pas observant, je t'attends un anti-inflammatoire non stéroïdien, il laisse une seule prise par jour, moi je 3 ou 4 prises par jour. Le profil de sécurité et d'emploi propre à chaque anti-inflammatoire non stéroïdien et les préférences personnelles du patient. Des préférences personnelles, je قلت لكم بكري معناها patient يقول لك أنا ساعدني الميديكامون هذاك خير من الميديكامون هذاك. Il est recommandé d'utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens à la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible pour éviter les risques toxiques, les effets indésirables. En cas de douleur chronique, réévaluer régulièrement la nécessité et l'efficacité du traitement par AINES, qui n'est que symptomatique. La douleur chronique, elle pose un grand problème. Alors, quand tu as un antalgique morphinique, dans ce cas, tu vas développer une dépendance. Ou quand tu as un AINES, le traitement à long terme va exposer au risque digestif. Donc, il faut toujours réévaluer l'efficacité du traitement. Les antalgiques, les AINES, sont efficaces, un petit rappel, pour les traitements des douleurs inflammatoires. Ils ne sont pas efficaces dans le traitement des douleurs viscérales, sauf la dysménorrhée. Et une autre remarque, ils ne sont pas efficaces dans le traitement des douleurs neuropathiques. Donc, parmi les conduites de traitement en ARJA, il ne faut pas associer deux anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc c'est une contre-indication. Pour les sujets âgés, ce sont des sujets âgés à 65-70 ans et plus. Ce sont des sujets qui sont à risque de développer des effets indésirables graves, vu l'âge, la comorbidité, la polymédication, etc. Donc, il faut faire attention lors de la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les personnes âgées. Et il faut arrêter le traitement dès l'apparition des premiers signes d'effets indésirables ou d'intoxication. Les règles du bon usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens au cours de la douleur ou de la fièvre. Clade, la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte. Il faut arrêter le traitement dès la disparition des symptômes. Éviter les AINES et surtout l'ibuprofène en cas de varicelle. Mais on est contre-indiqué, qu'on a évité. Ne pas prolonger le traitement au-delà de 3 jours en cas de fièvre. Fièvre, لازم تنحى 3 jours, إذا fait 3 jours, معناها فما مشكلة. Et ne pas prolonger le traitement au-delà de 5 jours en cas de douleur. نحكيو على douleur aiguë, on ne parle pas de douleur chronique. Ne pas prendre 2 médicaments AINES en même temps, même si c'est de l'aspirine à faible dose. Et il n'est pas recommandé de prescrire l'aspirine en cas de fièvre chez l'enfant en raison de risques très rares mais potentiellement mortels du syndrome de Rett. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez besoin si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la plateforme de l'ENT, dans le forum de discussion. Merci et au revoir.